Bonjour à tous, comment ça va? Vous m'avez manqué! Et oui, donc retour des élucubrations du boxeur zen. J'avais pas fait de vidéo depuis un bon bout de temps, pour une raison très simple, c'est que j'avais rien à dire. Et donc en suivant ce précepte bouddhiste bien connu, quand on n'a rien à dire, on la ferme. Mais là, depuis quelques temps, voilà, j'ai pas mal de monologues intérieurs, de tergiversations, de réflexions qui tournent un peu dans ma tête et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Et donc je voulais commencer par parler un petit peu de pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis aussi longtemps. C'est parce que j'ai remarqué que je fonctionne de manière un peu cyclique et par phase. Et des fois j'ai des phases un peu plus de repli sur moi-même. Un peu comme inspiration, expiration, si vous voulez. C'est-à-dire que parfois, j'aime bien me retirer un peu du monde. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Mais moi, en tout cas, je n'interagis pas, je n'interviens pas. Et je me laisse un peu porter, imprégner, etc. Et puis, je me replonge un peu dans les écrits spirituels. J'essaye de faire toujours un peu cette jonction entre les théories qu'on trouve dans les différentes philosophies, les différents courants spirituels, et puis la réalité du quotidien. C'est toujours cet axe-là qui m'intéresse. Et donc oui, ce que je disais, c'est qu'il y a donc une alternance de phases entre, on dirait, peut-être réflexion, action, théorie, pratique. Je ne sais pas si vous fonctionnez de cette manière, mais moi j'ai remarqué qu'en fait, il y a des périodes dans lesquelles je suis beaucoup dans l'action, je vais faire beaucoup de choses, et d'autres où c'est moins. Je pense que c'est aussi quelque chose qui se régule un peu avec les saisons, si vous êtes un peu en phase avec la temporalité naturelle de l'année, des saisons qui passent. Il y a peut-être des phases aussi, par exemple le début de l'automne est peut-être une phase aussi un peu plus propice à d'un seul coup faire une pause, sortir un peu des énergies peut-être plus exubérantes, plus hautes de l'été, et commencer à se reposer un peu, je sais pas. Et donc la deuxième raison, c'est qu'il y a eu un changement très important dans ma vie. Donc comme je l'avais déjà exprimé dans des vidéos précédentes, je vous avais dit que je mettais de plus en plus d'énergie dans le chant. Et donc là, alors bon, on peut voir ça de différentes manières, c'est toujours pareil, c'est une question de référentiel. Un terme dont je vais beaucoup parler, je pense, dans cette vidéo. Soit on peut voir ça comme un changement radical, soit on peut voir ça comme simplement la finalité d'un processus, la germination d'une graine qui était là depuis toujours et qui enfin est prête à être mise en lumière et arrosée. Donc comme je crois beaucoup au fait qu'on ne peut pas forcément non plus distribuer son énergie dans tous les sens et qu'il faut rester quand même focalisé sur certaines choses, parce que l'énergie c'est pas infini. J'ai donc décidé de libérer du temps, de l'énergie, de l'argent, en arrêtant complètement les sports de combat, en tout cas en club, pour m'adonner complètement au chant. Ça ne veut pas dire que j'arrête complètement les sports de combat et que j'y reviendrai jamais. Peut-être qu'il y aura de temps en temps l'élan de me replonger dans ce truc-là. Mais là, pour l'instant, disons que l'envie de combattre m'a quitté. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit sur un site qui met en relation les groupes, les chanteurs, les musiciens, etc. Et j'ai répondu à des annonces et puis du coup j'ai été contacté par un groupe et j'ai commencé à faire quelques répètes avec eux. Du coup je me suis aussi remis à l'écriture, parce que j'ai écrit beaucoup de chansons mais je les ai toutes paumées. Donc là j'ai commencé à faire ça de manière un petit peu plus systématique. Voilà, donc pour l'instant c'est les prémices, donc j'ai pas grand chose à en dire, j'ai fait que 3-4 répètes. Ça s'est bien passé, le contact est bon avec les autres membres du groupe, ça me fait beaucoup progresser et je prends énormément de plaisir à faire ça. Donc pour l'instant mon énergie autre que celle que je mets dans le travail, je la mets là-dedans. Et donc pendant toute cette phase d'hibernation, j'ai beaucoup regardé le YouTube de droite. Tous les youtubeurs, tout ce qu'on appelle la fachosphère. Moi, j'utilise pas ce terme parce que j'aime l'exactitude et du coup, j'utilise pas les mots à tort et à travers.
Et donc je voulais réagir surtout à deux événements, on va dire. Le premier, c'est le retour de Jean-Marie Corda dans le game. Donc ça m'a fait bien plaisir. Et la deuxième, c'était l'interview qu'il y a eu chez Papacito, entre Papacito, Baptiste Marchais et le doc, donc, que je connaissais pas, mais que je viens de découvrir, qui est un mec plutôt cool, j'aime bien. Et qui traitait pas mal justement de l'autocritique de la droite, etc. Et donc toujours la même optique dans mes élucubrations, c'est partir de ces choses-là qui sont des choses très concrètes pour aller vers, on va dire, une clé de compréhension plus spirituelle et voir un peu quelle réflexion émerge de l'observation de ce YouTube game de droite. Donc d'abord, je voulais parler un petit peu de Jean-Marie Corda parce que c'est un mec que j'apprécie. Et je voudrais expliquer en quoi Jean-Marie Corda, c'est un modèle ou c'est un archétype de virilité. Et donc la séduction qu'il opère sur son auditoire, c'est des gens qui sont attirés justement par cette virilité qu'il incarne. Donc c'est quoi l'archétype viril qu'incarne Jean-Marie Corda? Je dirais c'est la liberté. C'est-à-dire la capacité à être intransigeant sur la vie qu'il veut mener, ne pas faire de compromis avec ça. Et ça, c'est très inspirant. Dans le livre d'Éric Barret, j'y reviens encore, mais il explique que la véritable libération se fait au contact d'une personne libre. C'est-à-dire que aider les autres, vous voyez, si vous êtes dans le coaching, vous êtes dans je ne sais quoi, la thérapie, ça procède d'une démarche altruiste de vouloir aider les autres. Mais ce que dit Éric Barret, c'est qu'en fait, la seule façon d'aider les autres, c'est d'être soi-même libre. Et donc, par un effet miroir, de montrer à l'autre ce que c'est la liberté, la vraie liberté. Et je pense que Jean-Marie Corda incarne une certaine idée de la liberté. Alors après, est-ce que c'est vraiment la liberté? Là, c'est un débat plus philosophique, plus complexe, mais en tout cas, c'est clair qu'il renvoie cette idée-là, c'est-à-dire de cette affranchie de nombreux référentiels, de nombreuses entraves mentales. Et c'est en ce sens qu'il est très inspirant et qui peut susciter chez son auditoire l'envie de faire l'expérience du même processus. Et pourquoi est-ce que c'est si puissant en fait Corda? C'est parce que Corda vient sincèrement, je pense, c'est-à-dire que sa démarche procède réellement, je pense, d'un sincère amour. Et ça transpire dans son discours. Il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup aussi de lucidité par rapport à qui il est et comment il fonctionne, mais il y a quand même une démarche d'amour à la base de tout. Et je sais qu'on pourra dire, ouais, il pense qu'au pognon, c'est un arnaqueur, etc. etc. J'en sais rien, mais pour moi, en tout cas, au niveau de mon ressenti, il y a la volonté, vraiment, ça procède d'une démarche d'amour, ce qu'il a fait, c'est-à-dire l'idée que je regarde les choses, je fais un constat, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire pour aider, pour faire en sorte que les choses aillent mieux, selon son référentiel, d'accord, selon son idée de ce que ce serait qui serait mieux. Et donc dans son référentiel, l'argent permet de s'extraire en fait d'une situation compliquée. Et donc ça forcément ça parle énormément aux droitards parce que là ça vient piquer en plein dans les inquiétudes numéro 1 des gens de droite. Et notamment le rapport aux enfants et à la famille. C'est-à-dire que quand on est un mec de droite, alors c'est pas forcément un mec de droite tu me diras, mais disons que quand on se sent responsable, investi d'un certain poids, d'une certaine charge par rapport à l'éducation de ses enfants, à subvenir aux besoins de la famille. Les inquiétudes du mec de droite, c'est ramener le beefsteak à la maison, donc il y a une dimension financière. Donc là, forcément, il tape en plein cœur quand Corda parle d'argent, forcément, ça tape là où ça fait mal. Et le deuxième truc, c'est de vouloir voir ses enfants grandir dans un environnement le plus safe possible. Et donc là, pareil, à chaque fois que Corda passe du temps à nous montrer des faits divers, etc., qui sont réels, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la manipulation, mais forcément, ça continue de susciter des peurs. Et donc, en fait, face au constat amer que fait le droitard sur la situation autour de lui, Corda, lui, il arrive avec des solutions concrètes. Et c'est ça aussi qui fait sa force, et c'est que, voilà, tout le monde fait un constat, on peut être décliniste, collapsionniste, je sais pas comment on dit là,
Donc voilà, on est sur une fin de civilisation, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, quand on est un droitard ou qu'on est simplement, on va dire, un père de famille responsable, ce qui va un peu ensemble, on va pas se mentir, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est l'action. Et la proposition de Corda, elle est très légitime, c'est tu t'expatries et tu te mets bien, etc. Oui, alors c'est bien, c'est une solution, j'y ai beaucoup pensé, mais en fait, moi, le fait que j'ai déjà 3 enfants et une femme, ça rend les choses plus compliquées. Et donc j'ai fait un autre pari, j'ai choisi d'avoir un autre référentiel. D'abord, j'aimerais parler d'une chose, c'est que j'ai tenté aussi de faire de l'argent, mais en fait c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand vous faites de l'argent et que vous êtes motivé par la peur, c'est-à-dire la peur que vos enfants fassent une mauvaise rencontre, que votre fille tombe sur une bande d'Afghans en chien, ça va vous forcer à vous bouger le cul, ça peut être, ça peut. Mais mon expérience, c'est que quand vous agissez d'un endroit de peur, l'énergie vient à manquer assez rapidement. C'est hyper dur de rester motivé par quelque chose en fait auquel vous ne prenez pas de plaisir. Avec de la discipline, on peut arriver à faire des choses, mais honnêtement, à un moment donné, enfin pour moi, tel que je le vois, il faut faire les choses par amour. Et on peut avoir l'amour de faire de l'argent, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait aligner avec ça. C'est-à-dire que si vous faites de l'argent, parce que le fait de faire de l'argent, c'est l'activité en elle-même vous plaît et vous transporte, et ben, c'est très bien. Mais si ça vous fait chier et en fait vous le faites juste pour une finalité qui n'arrivera ou n'arrivera pas, c'est extrêmement difficile de rester dans ces énergies-là. Et du coup, Corda vient aussi taper là-dedans, c'est-à-dire votre rapport à l'argent. Ça, c'est une question qui est hyper complexe et je pense pour beaucoup de monde, les gens ne se la posent pas forcément, mais c'est quoi le rapport à l'argent que vous avez? Et moi, je suis obligé de reconnaître que je suis pas très motivé par l'argent. Comme tout le monde, j'aimerais bien en avoir, mais je trouve pas au fond de moi les ressources pour vraiment mettre en place des trucs qui feraient que je gagnerais vraiment de l'argent. J'arrive pas à mettre mon énergie là-dedans, je sais pas, j'y arrive pas. À ce moment-là que vient vraiment se poser la question de la foi en fait. Parce que la foi, c'est l'idée que je ne sais rien, je ne contrôle rien, le destin s'accomplit et il y a des forces bien plus grandes qui sont en jeu, sur lesquelles je n'ai pas d'emprise, que je ne peux contrôler, et je suis un peu comme un frêle esquif ballotté par les flots de la vie. Et donc tout ce que je peux faire, c'est simplement avoir la foi que cette mer va m'apporter au final sur des plages de sable blanc et de cocotiers. Ou peut-être qu'elle va me noyer, mais dans tous les cas, j'aurais pas pu faire grand-chose. Et donc le pari que moi j'ai fait, alors si je reprends un petit peu les solutions données par le YouTube Game de droite sur comment en fait faire face à la situation actuelle, etc. Et ben en fait, moi j'ai déjà quasiment tout fait. Parce que j'ai toujours vécu à la campagne et je vis toujours à la campagne. Donc dans un premier temps, on va dire tous les trucs liés à l'immigration, l'insécurité, etc. Moi, dans mon quotidien, à moi personnellement, je suis pas tellement affecté. Parce que je pars très tôt le matin, je rentre je rentre le soir assez tard. Toute la journée, je suis dans mon camion en déplacement à faire des dépannages, des entretiens de chaudière, etc. Donc en fait, j'ai pas dans mon quotidien. Et je suis beaucoup aussi à la campagne, vers Gien, dans le 45, tout ça. Donc je suis pas du tout, enfin je suis très très peu impacté par les phénomènes de grand remplacement, d'insécurité, etc. Je les observe, je les vois, mais ça ne me cause pas de désagrément direct. Et donc effectivement, la peur du manque, elle aussi des fois, elle vient me chatouiller. Je vois bien que les prix augmentent, que c'est la merde, il y a l'inflation, etc. Je vois bien que mon salaire me permet à peine de vivre. Donc il y a des choses, c'est ma réalité concrète. Je ne peux pas mettre un bandeau sur les yeux par rapport à ces choses-là. Donc effectivement, la proposition de Jean-Marie Corda de s'expatrier, de partir à l'étranger, de faire de l'argent, etc., c'est bien. Mais moi, j'ai pas opté pour ce truc-là. J'ai opté pour ce que j'appelle la compétence dure. Donc vous savez, si vous avez un petit peu suivi mon parcours, que j'étais prof, formateur en anglais, et même j'ai fini à l'éducation nationale. Et maintenant, je suis dans les chaudières, je suis plus dans la plomberie chauffage, quoi. Donc c'est ma manière à moi, en fait, de quelque part répondre à la problématique du manque à gagner, de comment on va faire, qu'est-ce qui peut se passer, nanana. Moi, je pense vraiment qu'il y a des compétences dures qui seront toujours utiles,
qui seront toujours demandés et qui seront de plus en plus rares. Donc c'est la voie, c'est le pari que moi je fais. Alors peut-être que je me trompe, ça pourrait être hyper intéressant d'en débattre avec d'autres, mais moi je vois la compétence dure comme quelque chose qui permet de toujours plus ou moins retomber sur ses pattes. J'ai cette croyance, et peut-être je me trompe, que le mec qui sait bosser, on va dire dans le bâtiment, et même qui a des compétences un peu techniques, un peu plus pointues, et il arrivera toujours à se démerder. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est l'idée de faire face à ce qui peut se passer, et c'est surtout d'être un démerdard, en fait. Et là, ce que je fais, le dépannage dans les chaudières, etc., c'est vraiment l'école de la démerde. Le mécanisme de survie que moi je mets en place, c'est avoir des compétences qui font que je me rends extrêmement utile au groupe. Parce qu'à un moment donné, si vraiment les choses, comment dire ça, deviennent vraiment très compliquées, et dans tous les scénarios, je me dis, le seul rempart face à des temps difficiles, c'est toujours la solidarité. Et donc, est-ce qu'on va être solidaire avec les gens qui sont... avec qui est-ce qu'on va être solidaire, vous voyez? Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont pas commencer à réfléchir un peu en termes d'intérêt, de qu'est-ce que tu peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et si ce que je peux faire pour toi, c'est réparer ta chaudière, faire en sorte que tu aies du chauffage, de l'eau chaude, peut-être te faire un peu de plomberie ou quoi, je pense que ça a plus de valeur que beaucoup d'autres métiers. Et par exemple, que d'être prof d'anglais, vous voyez, je suis pas tellement sûr que les profs d'anglais vont être les plus utiles à la société si vraiment on arrive sur quelque chose de compliqué. Il y a d'ailleurs chez Corda et chez Cro-Blanc, parce que j'ai pas mal écouté Cro-Blanc aussi, là, les F de News et même un peu ses lives, tout ça. C'est un... Je l'aime bien aussi, on sent que c'est un bon gars. Voilà, il donne l'impression en tout cas d'être un mec carré, avec des bonnes valeurs, de savoir ce qu'il fait, d'être aussi un gros bosseur, un bon père de famille. Et voilà, il renvoie quelque chose de sain en tout cas. Et lui, sa vision, elle est plus sur le communautaire, c'est-à-dire l'idée qu'il faut être au sein d'un réseau où on peut s'entraider les uns les autres de différentes manières. Donc, quelque part, c'est un peu la même manière de penser que peut-être j'ai, moi, avec l'idée de la plomberie et du chauffage, et voilà, d'être dans la compétence dure. Ça se rejoint peut-être un peu. Maintenant, l'idée de la communautarisation, c'est pareil en fait. Alors là-dessus, il y a plusieurs façons de voir, mais Corda, lui, il dit, en gros, si vous êtes des clochards et que vous vous associez entre clochards, vous aurez une puissance de clochard, quoi. Donc c'est pas la communauté vraiment qui crée de la puissance. Après, oui, c'est toujours la même chose, c'est toujours de quel point de départ on est, d'où on se place. C'est-à-dire que si la communautarisation, ça devient une solution parce que ça permet en fait de vous rassurer, c'est-à-dire que vous vous dites bon bah j'ai quand même des mecs sur qui je peux compter, etc. Et en fait vous arrivez là un peu comme un dalleux quoi, c'est-à-dire vous avez envie de faire du réseau, vous vous mettez dans des réseaux, genre je sais pas, je sais que Cro-Blanc il a une espèce de réseau, mais Corda aussi quelque part. Donc on se dit on va se mettre à l'abri, mais en fait si ça procède d'un intérêt égoïste, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, le réseau il va fonctionner que parce que vous prenez vraiment du plaisir. C'est toujours pareil, il faut que ça vienne d'une place d'amour. C'est-à-dire que je prends du plaisir à être avec d'autres personnes parce que voilà, quand je les vois, c'est vraiment un plaisir, c'est des amis, etc. Et ça, ces réseaux-là, c'est compliqué de les créer de manière artificielle. Je pense que ça va plus se faire du simple fait des affinités naturelles des gens que vous croisez dans votre vie. Et je vous donne un exemple très concret. Je suis allé à un événement organisé par SOS Calvaire, donc de l'érection d'une croix. Et en fait, quand je suis arrivé là-dedans, j'ai bien compris que voilà, c'était une communauté avec ses codes et j'étais pas dedans quoi. Donc en fait, c'était les codes du catholicisme, c'est-à-dire que les mecs déjà étaient tous bien habillés, les meufs en robe, le petit polo, le petit pull sur les épaules, voilà les cathos quoi. Même s'il y en avait certains qui avaient des beaux tatouages et tout, tu vois, ils faisaient pas du tout comment dire, catho faiblard quoi. Il y en avait qui étaient voilà, il y avait même du béour tout ça, donc il y avait quand même ça. Mais moi j'étais avec ma dégaine, je sais pas moi, tête de gauchiste quelque part, avec un short, des baskets, enfin voilà, la one again quoi. Et ouais, je me suis pas du tout senti attiré par ces énergies, ce groupe-là quoi. Alors que quand je suis dans le cadre du chant, du punk rock et tous ces trucs-là, même si c'est des gros milieux de gauchos, je me sens plus attiré par ça, en tout cas par le son, la musique, etc. quoi.
Et j'en arrive donc maintenant en fait à l'aspect un peu plus spirituel et essayer de raccrocher ça par rapport à une démarche spirituelle. Donc, alors j'espère que ça va pas être trop pêle-mêle. Donc peut-être je pourrais commencer par l'idée de la causalité et l'idée de inéluctabilité. C'est-à-dire que les choses sont telles qu'elles sont et elles ne pourraient pas être autrement. Pourquoi ? Parce que en fait, tous les événements qui se produisent sont la conséquence des événements qui les précèdent, qui sont eux-mêmes la conséquence des événements qui les précèdent dans un espèce de jeu de domino infini et multidimensionnel. Je vous donne un exemple que je pensais tout à l'heure. Une feuille tombe d'un arbre. La façon dont elle va tomber de l'arbre va être dictée par la forme qu'elle a, la résistance à l'air, peut-être le vent qui souffle, vous voyez. Et cette feuille tombe au pied de l'arbre, et un mec passe, jette un mégot de cigarette, et ça fout le feu parce que la cigarette est tombée en plein sur cette feuille, et la feuille l'a protégée du vent, ou j'en sais rien, ou au contraire elle avait une forme spéciale qui a attisé la flamme, enfin bref. Donc cet incendie, on pourrait dire, il est causé par un mec qui a jeté une cigarette. Oui, mais il est également causé par cette feuille qui est tombée à cet endroit. Et si elle est tombée à cet endroit, c'est qu'elle venait d'un arbre qui poussait lui-même à cet endroit, et donc qui a été lui-même planté, etc. Et vous voyez, vous pouvez retourner aussi jusqu'à la naissance du mec qui a jeté le mégot de cigarette, et c'est le sketch de Bigard avec les anchois sur la pizza, quoi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous multipliez ça à l'infini, et en fait, on n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit. Alors, l'implication de ça, et ça c'est un truc qui est quand même très vertigineux, c'est que en fait, si vous aviez vécu la vie d'une autre personne, vous seriez cette personne. Et même un violeur, un taré, un mec atroce qui vous répugne, si vous aviez eu sa vie, en fait vous seriez exactement pareil. Et ça c'est très dur à accepter, à appréhender, parce que en fait à chaque fois qu'on regarde quelque chose qui nous débecte, on se met à la place de cette personne, on se met dans la situation de la personne, mais avec le référentiel actuel, le référentiel courant, celui qu'on utilise. Sauf que votre référentiel, vous ne l'avez pas choisi. Il vient lui aussi de la vie que vous avez vécue, de où vous êtes né, et même d'avant que vous soyez né. Il y a des choses, par exemple des talents que vous avez avant même de naître. Vous allez avoir des talents, vous allez avoir des affinités, vous allez avoir tout un tas de choses qui sont déjà programmées avant même que vous naissiez. Et bien sûr, après, il y a tout l'environnement, là où vous naissez, vos parents, etc. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous avez le moindre part à jouer dans le référentiel dans lequel vous êtes? En fait, aucune. Et donc, si vous aviez vécu la vie de l'autre personne, ben, vous auriez son référentiel. Donc, en fait, vous agiriez de la même manière. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est de se dire que si la personne en face, elle avait eu votre vie, elle serait comme vous. Et donc, du coup, la valeur que vous accordez à ce vous, voyez, à tout ce qui constitue en gros la croyance de ce que vous êtes, en fait, vous voyez, ça n'est rien, ça n'existe pas, et donc ça n'a en fait aucune valeur intrinsèque. Ça, c'est un peu difficile on peut le comprendre intellectuellement, mais ça peut être compliqué de l'accepter. Et si vous êtes fondamentalement d'accord avec cette idée que, en fait, voilà, tout n'est que causalité, et même les choix que vous faites finalement sont le produit d'une causalité, parce que le choix que vous avez fait au moment où vous l'avez fait, ça vous a semblé être le meilleur choix. Donc si la situation était à refaire, vous referiez la même chose. Donc ce qui a été fait ne pouvait pas être fait autrement, et du coup ce qui est ne peut pas être autrement non plus. Et même vouloir que les choses soient autrement, c'est ça en fait le début de la violence. Et donc ça, on revient en fait sur cette idée de foi, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a compris que la causalité, je ne pouvais pas la voir dans sa totalité. Comme je disais un peu tout à l'heure, on est un peu un esquif ballotté par les flots. Et donc il faut avoir l'humilité de reconnaître que bah, la vie suit son cours, les événements se déroulent, et notre prise sur tout ça est en fait quasiment totalement illusoire. Bon, ça c'est un référentiel. Et maintenant je vais dire tout le contraire de ce que je viens de dire.
parce qu'en fait on peut appréhender les choses encore autrement. Et je trouve que cette logique-là de la causalité, qui finalement est, et de c'est impossible à dire ce mot, inéluctabilité des choses qui arrivent, c'est très fort, on peut le voir comme ça. Mais dans le taoïsme, ils ne le voient pas exactement comme ça, puisque pour eux, en fait, il y a vraiment un libre arbitre, et il y a un tiers, ce libre arbitre compte pour un tiers. Alors c'est rigolo dans le taoïsme à quel point ils sont précis surtout. Ça compte pour en gros un tiers du, de, comment dire, du fil de la vie, comment ça se déroule. C'est-à-dire que vous avez quand même une marge de manœuvre, et vous pouvez agir. Et donc du coup ça annule un peu ce que je disais tout à l'heure, de si vous aviez eu la vie de l'autre personne, peut-être, vous seriez exactement pareil. Alors ça c'est un point qui est intéressant. C'est ce que dit Eric Barret. Et dans le taoïsme, ils disent pas exactement la même chose. Pour eux, il y a quand même une variante voilà, de libre arbitre. Alors, j'ai peut-être pas le niveau pour vraiment opposer les deux points de vue, et il faudrait peut-être qu'Éric Barret rencontre Serge Augier et qu'ils aient une discussion sur ce point, ça pourrait être intéressant. Probablement qu'il y aurait une espèce d'encore de phrase de dingue qui viendrait faire voler en éclats cette contradiction qui n'est probablement qu'apparente. Ensuite, je voulais aussi parler un petit peu de ma réflexion sur les sports de combat, etc. Parce qu'en fait, je parlais d'archétype viriliste, d'archétype viril. En fait, bon, il y a différentes manières d'être viril selon un peu comment tous ces mecs-là décrivent la virilité. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a l'aspect très caricatural de Papacito, dont il joue beaucoup, et qui est très drôle et qui est très intéressant. Donc, cette espèce de truc très américain, etc. Alors d'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup de gens disent ouais Papacito, cette espèce de monstre super musclé et tout. Papacito est pas hyper musclé, il est grand, il est lourd, il est costaud, il fait de la boxe, mais c'est pas du tout il a pas du tout un physique de bodybuilder, de trucs comme ça quoi. Donc ça je pense que c'est les gauchistes qui, qui le voient comme ça. Il est impressionnant, ça c'est sûr, de son gabarit, mais il est pas musclé. Voilà, il est en forme quoi. Bref. Et donc oui, les sports de combat, donc tout le monde, beaucoup dans le game de droite, c'est oui, mettez-vous à la boxe, faites du sport, machin, nanana. Bon, moi j'ai commencé, je faisais des sports de combat très largement avant de m'intéresser à tous ces trucs-là. Et, euh, et en fait aujourd'hui j'ai quitté ces pratiques-là parce que c'est toujours pareil, et j'en reviens toujours au même point, mais faire les choses par amour. Et finalement, j'avais pas l'amour de prendre des coups. On peut l'avoir, hein, c'est pas la question, hein, mais j'avais pas l'amour voilà, de prendre les coups, de mettre des coups. J'avais pas une jouissance en fait vraiment de ces aspects-là. Mais j'aime bien juste le cours en mouvement, la gestuelle, le côté tactique, le côté jeu, toutes ces choses-là des sports de combat, j'aime bien. Donc du coup, j'ai décidé d'être simplement aligné avec moi-même, de reconnaître ça, et de reconnaître aussi le fait que finalement tout ce qui procédait du combat procédait de l'ego. Mais l'archétype viril du combattant est effectivement, ou du chevalier peut-être, est aussi très séduisant. Moi c'est un archétype qui m'a toujours beaucoup branché, donc voilà, je le reconnais clairement. Les personnages de type Sangoku. En fait, il y a à la fois le personnage, on va dire, fort, valeureux, et il y a la dimension aussi sacrificielle. Alors ça, c'est des choses qui, moi, personnellement, m'ont toujours parlé, mais j'ai pas envie d'être cette figure-là, quoi. Voilà. Et donc, j'en reviens toujours un peu, oui, à cette question de l'action, de quoi faire, etc. Parce que, voilà, chacun prône un peu des choses, donc l'école Papacito, c'est un petit peu, voilà, confrontez-vous à la vie, et je pense que c'est un très très bon conseil, hein. Eric Barret ne dit pas autre chose, hein. C'est-à-dire que la vie est votre meilleur enseignant, quoi. Donc, comme dit Papacito, tu prends la vie par le callback et tu lui dis, toi, je vais te vivre. Et donc, il y a aussi l'idée centrale chez tous ces mecs-là de la chrétienté, du catholicisme et du rapport à la religion et au spirituel. Et donc ça c'est pareil, alors, ça donne peut-être l'impression de me vanter, mais j'ai depuis très très longtemps, ça fait très longtemps que je dis que la nature de la crise qu'on traverse actuellement, elle est spirituelle. C'est pour ça aussi que et je pense que Jean-Marie Corda se pose aussi ces questions-là, parce que j'ai regardé dans ses vidéos sur l'Afrique, etc. En fait, il est face à des gens qui sont dans des situations tellement à l'opposé de lui, sa vie, et tellement à l'opposé même de la nôtre, ou en tout cas tellement différentes,
avec des histoires de fous, quoi, et de se dire, mais en fait, la majorité de l'humanité vit comme ça. Comment ces gens arrivent à supporter ça, etc. Mais il y a une vraie leçon, et lui-même l'a reconnu. Et je pense qu'il était sincère, mais il y a une vraie leçon effectivement dans ces trucs, dans ces reportages de gens qui vivent dans des situations complètement folles, et de se dire, mais ces gens-là, ils, ils supportent, leur vie continue, etc. Vous voyez, quelle force ils trouvent en eux pour... vous voyez comment ils font, quoi. Comment tu fais quand ta vie c'est... c'était quoi son truc qu'il avait montré là, le mec dans le désert? Oui, c'est quand ta vie c'est d'être une prostituée en Inde, enfin des trucs complètement dingues. Et donc moi c'est vrai que j'ai pas d'affinité, enfin j'ai des affinités avec le catholicisme, mais surtout avec la figure christique. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait le sacrifice, le thème du sacrifice, ça c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours beaucoup touché. Et la foi, c'est cette croyance que, comme je disais tout à l'heure, il y a des forces qui nous dépassent, il y a des choses plus grandes que nous, et il faut avoir l'humilité de reconnaître que bon bah on maîtrise pas grand chose, et simplement on essaye de vivre notre vie du mieux possible. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Et donc ça m'amène un peu à mon dernier point, vers quoi un peu tout ça tend, c'est que finalement les mecs sont... Enfin, ce qui commence à émerger dans ce truc de droite, c'est cette idée-là, comme disait Baptiste Marché, d'avoir un meilleur matériel humain, etc. Et donc en fait, ça prend un peu le chemin ce qu'on appelle le développement personnel. Et donc j'aurais bien voulu dire quelques mots là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc commençons par nous mettre d'accord sur ce qu'est le développement personnel, ou comment moi je l'entends. Alors quand j'ai découvert le développement personnel, une des premières réflexions que je m'étais faite, c'était que en fait, c'était du bouddhisme sans Bouddha. Et je continue à penser un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement des gens qui se sont inspirés de spiritualités très anciennes, on va dire, qu'on fait leurs preuves, qui les ont dépouillés de tout ce qui était culturel, folklorique, etc., pour n'en garder le message. Et donc si on voit le développement personnel de cette manière, bah finalement c'est de la vulgarisation des courants spirituels orientaux, c'est beaucoup ça. Même si je pense que si on étudie un petit peu aussi les courants spirituels occidentaux, on va retomber sur les mêmes choses. Sauf que dans le développement personnel, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le volet, comment dire ça, qui part du principe que la personne que vous êtes n'est pas la personne que vous devez être. Or, comme je le disais tout à l'heure, si on reprend cette idée de causalité, vous ne pouvez pas être autrement que la personne que vous êtes. D'accord, c'est toujours la même chose. Si on reprend toutes les causes qui font que vous êtes comme vous êtes, c'est infini, et voilà. Ou on peut considérer qu'il y a effectivement un libre arbitre et que vous auriez pu faire d'autres choix et que vous pourriez être autrement. Mais le point de départ, c'est fondamentalement que tel que vous êtes en ce moment, ça ne va pas. Il y a un problème. Et donc tout l'art du développement personnel, ça va être de vous emmener sur des chemins qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir mieux, vous allez devenir cette personne si extraordinaire que c'est votre dû, hein, vous devez être cette personne si extraordinaire, et le développement personnel va vous y amener, va vous montrer comment faire. Et alors là, les chemins sont nombreux, hein, et on peut aller les explorer à l'infini, parce que comme je disais tout à l'heure, la causalité est infinie. Donc en fait, vous pouvez prendre n'importe quel embranchement de la causalité et puis remonter, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui vous animent, etc. Pourquoi ci, pourquoi ça, nanana. Vous pouvez toujours aller chercher plus loin dans le passé la compréhension de pourquoi vous êtes comme vous êtes dans le présent. Mais comme je vous disais, la causalité, c'est à la fois infini et multidimensionnel. Vous n'avez jamais fait le tour. Vous allez toujours arriver à un pourquoi, à un nouveau pourquoi. Vous voyez, vous avez compris pourquoi vous fonctionnez de telle manière. Ah mais oui, mais il y a encore un autre fonctionnement derrière, vous voyez, c'est sans fin. Et on peut facilement s'y perdre. Et surtout, la compréhension des mécanismes ne délivre pas des mécanismes. C'est pas parce que vous avez compris une chose que forcément vous allez pouvoir vous en libérer. La seule chose qui peut vous en libérer, c'est
de la voir vraiment, c'est d'accepter qu'elle fait partie de vous en fait. Bref, fondamentalement, dans tout ce discours-là, vous êtes toujours à la recherche d'un passé qui va vous permettre d'avoir un meilleur avenir. Donc en fait, ça vous coupe complètement de l'essentiel, qui est justement de vivre au moment présent. Alors, je sais que ça fait extrêmement bateau, extrêmement cliché, mais c'est quand même quelque chose de central et de très important. Puisque ça vous entretient toujours dans cette idée que ce qui est n'est pas conforme à ce qui devrait être, et donc ça crée une souffrance. Et puis ça vous dessine toujours du bout du doigt cette espèce de personnage fantasmé que vous pourriez être, plus riche, plus beau, plus fort, plus je sais pas quoi, ou moins ci, moins ça. Et du coup ça vous met dans une quête perpétuelle, une agitation mentale perpétuelle, qui est en fait à l'inverse de la spiritualité. Parce que la spiritualité, normalement, c'est justement se dépouiller de toutes ces illusions pour goûter, on va dire, ce qui reste à la fin et ce qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire un silence et un calme au final.